Bonjour, alors nous travaillons sur un domaine particulier, c'est l'évaluation des effets didactiques, des effets des serious games sur les apprentissages. Et très rapidement, nous nous sommes, pour cette communication, ciblés sur les jeux à vocation pédagogique qui fonctionnent dans le domaine de la santé, en laissant de côté des jeux à vocation thérapeutique, donc ça s'est trouvé comme ça. Et nous avons fait une petite veille. Alors d'abord, on n'en a pas trouvé beaucoup. On a repéré quand même qu'il y avait des points communs. Le financement, même sur fonds publics, est assez modique. Parfois, ce sont des associations aussi, à but non lucratif. Donc il y a déjà ce problème de moyens à mettre dessus. Ensuite, la conception, elle, est extrêmement complexe. Parce que c'est une conception pluridisciplinaire qui forcément est coûteuse en temps et en argent et qui demande des spécialistes des deux côtés, du côté des savoirs à mettre en place et bien entendu du côté de la mise en place du jeu, de gamification, tout ça. Et là, on a remarqué qu'il n'y a pratiquement pas de professionnels reconnus du jeu vidéo ludique qui se lancent dans ce genre d'entreprise. Donc, on s'est posé cette question, ces jeux sont-ils plus sérieux que ludiques ? Et l'objectif, ça a été de pouvoir faire un premier bilan qualitatif de l'offre de jeux sérieux actuelle pour développer des propositions sur la faisabilité. Donc voilà notre démarche, partir d'un cadre théorique didactique, présenter des jeux sélectionnés qui nous servent simplement pour mettre en place un dispositif d'évaluation. Et ensuite, ça doit déboucher sur une recherche plus précise, c'est en comparant les différents publics qui sont les publics de ces jeux. Évaluation qualitative et analyse comparative. Alors, c'est moi qui vais vous présenter le gros de l'analyse. Alors, dans un premier temps, on s'est basé sur 3 théories didactiques que je vais juste vous énoncer. La TACD, la théorie de l'action didactique conjointe de Sansevi et Mercier, qui en fait est une façon de modéliser les apprentissages sous forme de jeux didactiques. Ensuite, Ensuite, une définition un peu plus précise de ce qui est le jeu, parce que l'équipe du GenLab propose une définition qui permet de différencier le jeu game en tant qu'artefact, en tant qu'objet, et le jeu play en tant qu'activité ludique. Et la troisième théorie, c'est la situation adidactique de Brousseau, qui est une situation d'apprentissage dans laquelle l'intention d'enseigner n'est pas explicite au vu de l'apprenant. Donc quand on joue à un serious game, on apprend sans s'en apercevoir. Alors, pour faire cette évaluation qualitative, sur les 3 jeux, nous avons sélectionné 3 jeux et nous avons choisi 2 angles d'étude. Un premier qui concerne l'aspect didactique, ce qui concerne le côté sérieux, et un deuxième qui concerne l'aspect sociotechnique, qui regroupe ensemble l'aspect ludique et l'aspect purement technologique. Dans ces 2 angles, on a pris 3 dimensions. Une ludique, qui concerne les interactions du jeu pour le joueur, purement le gameplay, par exemple la collecte d'objets, mais aussi les interactions sociales, c'est-à-dire que dans certains jeux, on peut communiquer avec les joueurs à l'intérieur du jeu, et aussi les interactions sociales entre le joueur et l'encadrant ou les personnes à l'extérieur du jeu. Et pour finir, la dimension numérique, qui concerne essentiellement les interactions avec le support, donc ce qui est, par exemple, si c'est tactile, si on utilise le GPS pour une application mobile, etc. Donc notre sélection a été faite sur 3 petits jeux, enfin 3 jeux. Le premier, il s'appelle NutriBird de l'oiseau s'envole. C'est une application mobile sous Android qui est diffusée gratuitement sur l'Apple Store ou le Google Play. Alors, comme on l'a dit précédemment dans l'introduction, c'est une application qui a été commandée par une institution financée par des fonds publics. L'objectif pédagogique principal, c'est d'arriver à comprendre l'importance de l'activité physique et de manger sainement.
Et le gameplay, c'est essentiellement tapoter sur l'écran pour faire voler un oiseau sur un écran qui défile et collecter des objets qui correspondent à ce qui est sain et à ce qui est une activité sportive adéquate. Et donc en collectant les objets, on augmente le nombre de points. Le deuxième jeu s'appelle IRM, c'est un jeu aussi en 2D hein, comme l'autre, mais par contre c'est un jeu qui se joue sur PC et pas sur les versions mobiles. Il est disponible aussi gratuitement. Et son objectif pédagogique, c'est d'apprendre des informations concernant l'IRM en tant qu'examen médical, mais aussi en tant que technique scientifique, dans le but de dédramatiser l'examen médical de l'IRM. Le gameplay, c'est comme un jeu d'aventure où on fait bouger un personnage qui s'appelle Nicolas, qui est le héros, et qui va passer son examen d'IRM. Ah oui, et dans ce jeu, il y a une deuxième quête qui concerne une collection de cartes qui permet de faire un petit jeu contre certains personnages dans la quête principale. Le troisième jeu, c'est Méli-Mélo. C'est un jeu donc aussi de 2D, disponible gratuitement aussi, dont l'objectif pédagogique est de réinvestir des connaissances sur la diététique, notamment dans les apports glucidiques, puisque ce jeu a été commandé par une association pour les diabétiques. Et le gameplay, bon, ce sont des quiz qu'on doit cliquer et parfois en temps limité. Alors, d'abord, dans un premier temps, nous avons fait une étude séparée des 3 jeux et ensuite présenté une espèce de bilan d'une étude croisée en présentant les forces et les faiblesses de ces 3 jeux. Donc, dans un premier temps, les forces. Alors, sur l'aspect sociotechnique, donc on a remarqué que les graphismes étaient relativement bien choisis, colorés et adaptés pour les enfants. Pour l'aspect didactique, la possibilité de travailler en autonomie, l'incitation au travail en autonomie, et aussi l'apport de motivation du support numérique. Pour ce qui concerne les faiblesses, elles sont un peu plus importantes que les forces. Donc sur l'aspect sociotechnique, quand on parle de la narration, c'est ce qui permet aussi de donner du sens au savoir, mais aussi ça permet d'être immergé dans le jeu. Et dans l'ensemble, elles sont relativement faibles. Après, les 2 petits jeux Méli-Mélo et Nutribird se prêtent pas trop à une grande narration. L'immersion se fait essentiellement par le graphisme. Mais pour l'IRM, c'est simplement une histoire chronologique des événements lorsqu'on va faire passer un IRM à l'hôpital. Ensuite, concernant la gamification. Alors, souvent, elle est assez monotone, peu de bonus, à part dans l'application Nutribird. Donc, finalement, on s'ennuie un petit peu, puisqu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ah oui, et souvent, la progression de points n'est pas alliée à la progression du savoir. C'est souvent ou absent, ou séparé. Alors, pour ce qui est du gameplay, alors, ils ont choisi souvent du clic de souris ou du glisser-déposer, ou simplement du tapotage d'écran, mais pas d'utilisation des vibrations ou du GPS sur le mobile, par exemple. Pour ce qui est du design sonore, alors c'est souvent une petite musique sympathique, mais qui tourne en boucle, donc au bout d'un moment, on a envie de la couper. Et pour ce qui est des bruitages, c'est un peu ce style cartoon, c'est assez sympathique, mais relativement simpliste. Et pour ce qui est du développement technique, ces jeux n'ont pas été développés de façon à être utilisés sur différentes plateformes. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont développés en Flash et l'un d'entre eux est développé pour une application mobile, donc n'est disponible que sur un iPhone ou sur une plateforme Android. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser sur n'importe quel support. Ensuite, en ce qui concerne la didactique. Alors, on n'a pas constaté de scénario pédagogique inscrit. Ni d'objectifs précis, ni de progression, ni de prérequis. Il ne semble pas y avoir eu un véritable projet pédagogique lié au jeu. Comme je le disais, par exemple, en Nutribird, le gain de points se fait totalement séparément de l'apprentissage. C'est-à-dire que plus on est habile à déplacer l'oiseau pour capter les objets, plus on augmentera en niveau. Mais ce n'est pas parce qu'on sait mieux repérer les aliments sains ou les activités physiques adéquates. Alors aussi à la fin, il ne propose pas de faire un récapitulatif final, de faire un bilan ou une évaluation sur ce qu'on a appris ou pas, ou ce qu'il y a encore à apprendre ou à revoir. Ensuite, la forme des jeux qui a été choisie ne permet pas vraiment de mettre en place ce qu'on a nommé de la situation adidactique.
C'est-à-dire que comme les éléments de ludique ne sont pas vraiment présents, on n'arrive pas vraiment à voir qu'on est en train d'apprendre, enfin, justement, ne pas voir qu'on est en train d'apprendre. C'est, par exemple, dans IRM, les informations sur l'IRM en elle-même sont données dans le dialogue, avec le père, par exemple. Donc c'est un peu lourd, c'est pas vraiment mis en jeu, les savoirs sont pas vraiment ludifiés, gamifiés. Et pour ce qui est de Méli-Mélo, ce sont des quiz, on a plus le sentiment de faire des exercices numérisés que de faire un jeu, en fait. Voilà, donc ce sont les éléments principaux qu'on a mis en avant concernant les faiblesses de ces 3 jeux. Et donc on arrive à la conclusion. Oups, il veut bien y aller. Ah non. Donc je redonne la parole à Madame Vieux-Joly. Donc notre conclusion, à partir de la question qu'on s'était posée, est-ce que ce sont des jeux plus sérieux que ludiques, elle hésite entre 2 réponses. D'une part, pour qu'un jeu sérieux soit sérieux, il faut qu'il soit sérieusement ludique. Et d'autre part, c'est très compliqué, mais il est absolument nécessaire d'entremêler dès le départ la trame ludique et la trame didactique, dans une perspective qui passe par une narration forte. Il ne faut pas d'ailleurs confondre la narration avec la chronologie. Une narration, c'est vraiment centré sur une transformation. Donc il faut un personnage, il faut une action, et il faut que cette transformation prenne en charge la transformation de savoir entre ce qu'on ne sait pas avant de faire le jeu et ce qu'on saura après, et que les 2 transformations soient liées très fortement. Autrement dit, il y a l'aventure du savoir et il y a l'aventure du personnage. Et ces 2 aventures doivent vraiment être très fortement imbriquées dès le départ. Ce qui suppose, bien entendu, une collaboration entre les différents métiers intégrés là-dedans. Donc la conclusion, elle repose sur, d'une part, l'identification de certains éléments, enfin ce qu'on peut proposer, c'est une sorte de cahier des charges type. Donc ce didacticiel de la composition, de la... Excusez-moi. Voilà, merci. Ah. Sur une chaise, peut-être? Non, c'est juste qu'il faut que je vois. Ça va maintenant, ça non, mais ça n'est plus rien. Le menu qui t'est apparu sur l'écran. Oui, pourquoi j'aurais besoin de papier? Ça vous comprendrez. Bon, c'est pas grave, je terminerai comme ça. Bon, ah ben voilà. Voilà. Presque. On est presque. Donc, les éléments d'un didacticiel de la conception des jeux sérieux que nous proposerions sont les suivants. Il faut d'abord que on prenne en compte la culture ludique des personnes auxquelles on s'adresse. En l'occurrence, là, c'était des enfants. Donc, il faut aussi reprendre les codes génériques caractéristiques des jeux vidéo. Parce que, bien sûr, tout jeu repose sur un genre précis. Alors, comme toujours dans la réussite communicationnelle et esthétique, il faut qu'il y ait un peu de surprise, mais il faut aussi qu'on reprenne les habitudes et les compétences que les joueurs ont déjà. Le deuxième point, c'est qu'il faut exploiter toutes les possibilités d'interaction du numérique pour animer les situations didactiques. Il ne faut pas rester sur des... faut pas s'interdire des choses. Le troisième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté précise dès le départ de donner du sens au savoir à travers une fiction adaptée. Et donc, on rentre dans un domaine qui est un domaine tout à fait pluridisciplinaire, à la communication, à la linguistique, à l'étude des discours. C'est la notion de storytelling.
Ça, et à l'anthropologie aussi, anthropologie culturelle. Hein. L'homme se raconte des histoires pour donner sens à son activité, et l'histoire elle-même est un facteur de développement de l'expérience. Donc on arrive à rendre compte de notre expérience en nous racontant des histoires, mais le fait de raconter des histoires, ça crée aussi de l'expérience. Le deuxième point concerne, la deuxième partie de ce didacticiel concerne la didactisation proprement dite, c'est-à-dire quel savoir on met en place. Là, il faut revenir quand même à ce qui est très connu, hein, c'est le rapport entre savoir, apprenant, et alors on met enseignant là, mais là ça n'est pas l'enseignant, c'est le jeu. Donc qu'est-ce qu'un jeu doit contenir pour fonctionner comme une instance de transmission de savoir ? Ça suppose de construire déjà une progression didactique, ça suppose d'accompagner aussi l'utilisation du jeu. J'ai vu que demain, il y aura une communication qui pose cette question. Hein. L'apprentissage commence quand le jeu finit. Alors, c'est peut-être pas exactement ça, enfin, du moins, ça suppose qu'il y ait une alternance et qu'il y ait à un moment donné une intervention et un accompagnement extérieur et une discussion extérieure au jeu, mais qui, évidemment, y renvoie et qui lie la progression didactique à la progression ludique. Et la dernière idée concerne le rôle des chercheurs en didactique qui chercheraient sur ce domaine-là, parce que, en fait, ça suppose aussi que les cibles de jeu participent à la création du jeu. C'est-à-dire qu'ils soient cobayés en partenariat, alors dans le cas qui nous intéresse, avec des enfants qui sont les cibles, avec les personnels de santé, avec les fabricants, avec les entrepreneurs. Et donc, l'équipe de didacticiens, ça nous est arrivé déjà plusieurs fois, fonctionne comme une interface entre toutes ces personnes. Je vous remercie. Merci. Première communication, cette deuxième communication, les éléments que vous venez d'exposer, effectivement, sont très simples et très directs. Le jeu, le sérieux du jeu. La question doit être posée parce que votre conclusion l'illustre parfaitement. Si c'est égoïste de la part de quelqu'un qui pense faire un jeu alors qu'en fait il est juste en train de finalement de s'enfermer dans une logique propriétaire, comme diraient les informaticiens, on est dans un vrai questionnement. Est-ce que des questions... Ah, l'amphi. Bien, bonjour, Jérôme Leleu, je suis le dirigeant d'Interaction Healthcare et de Sim4Health. D'abord, merci pour votre présentation. Vous avez cité deux informations qui, en amont, pourquoi aussi des sociétés qui sont vraiment dans le jeu vidéo ne sont pas peut-être dans le champ du serious game, et puis également l'interaction avec pas mal d'acteurs. Et ce que je voudrais mettre en évidence, qu'on a eu beaucoup le retour sur des jeux, j'en connais pas mal de ce que vous avez présenté, avec la nécessité également d'avoir des ressources pour pouvoir le faire, puisque faire des jeux comme on peut les appeler donc avec les serious games, ça nécessite des compétences variées, avec des game designers, des graphistes, des développeurs, et clairement, et ça je pense que ce soit Pascal ou Jean-François, on en a beaucoup parlé depuis le début de Segamed, la dimension également économique, et là moi je vous parle en tant qu'industriel au sens large du terme, est un élément important. Des gens comme Ubisoft, et je le cite comme ça pourrait être d'autres, ne vont pas faire un serious game pour les quelques dizaines de milliers d'euros qui sont souvent le cas, même parfois moins, pour des projets. Donc je ne veux pas mettre qu'un prisme économique, mais c'est un élément quand même qui est important, et que souvent les personnes qui ont fait ce type de jeu se sont beaucoup impliqués, ont trouvé des solutions parfois associatives ou personnelles pour pouvoir faire ce type de projet, et qu'on ne peut pas limiter ce type de projet à ce qu'est le serious game, parce qu'il y a souvent cette dimension économique. Voilà. Donc je voulais quand même préciser qu'il me semble important, et que le jour où on trouvera ces moyens permettant de faire des jeux beaucoup plus ludiques, pour reprendre votre terme, là je pense qu'on pourra avoir une nouvelle analyse.
Oui, parce que notre laboratoire, je dirige un laboratoire de sciences de l'éducation et nous avons obtenu un projet régional avec une start-up et nous avons vécu ça pendant une année. Même 2 années en faisant des expérimentations dans les collèges. Les enseignants donnaient des idées, les élèves réagissaient, donc on était vraiment dans une évaluation pas quotidienne, oui, pratiquement quotidienne, mais évidemment, quand on avait une exigence, l'entreprise, elle, il fallait qu'elle paye les personnes, et donc finalement, nous continuons toujours à rôder ce que nous avons fait, mais nous ne pouvons pas passer à un stade d'industrialisation. En revanche, la même entreprise donc, a décidé de mettre en jeu des quiz qui existent déjà, parce que finalement c'est plus rapide à faire, c'est moins coûteux, même si tout le monde était très intéressé et on travaillait très bien avec même les développeurs qui venaient assister à cela. Donc finalement on est restreint par le manque de moyens à une phase expérimentale qui est une phase merveilleuse parce qu'on apprend plein de choses ensemble, mais qui hélas pour le moment on est resté là. C'est un appel du pied. L'industrie pharmaceutique a complètement intégré la R&D, vraisemblablement l'industrie du jeu aussi. Il faudra voir, on en parlera demain à la table ronde, je crois que c'est quelque chose de très important. Oui, moi je voulais ajouter une composante dont on commence à parler, mais on n'en parle peut-être pas assez, et que j'évoquais tout à l'heure, donc la théorie de la charge cognitive, puisque dans le jeu sérieux, en fait, la dimension ludique souvent vient gommer la dimension apprentissage si la dimension ludique est trop forte. Et donc, si on doit faire voler un oiseau, par exemple, et passer entre 2 cibles, ça va provoquer une charge qui est très importante, et du coup, le message risque de ne pas passer. Et donc, pensez aussi dans vos jeux sérieux à intégrer la dimension psychologie cognitive, parce qu'il faut arriver à faire la part des choses entre quelle va être la charge pour le joueur de l'ergonomie et de l'interface, et j'en ai dit 2 mots, et quelles ressources il va lui rester pour assimiler le message qui se cache dans le jeu. Ça, c'est une dimension importante. Alors, je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez un petit peu regardé ça, parce que je vois que vous avez bien fait la part des choses entre le message, le jeu, etc. Mais en termes de charge cognitive, quand on joue, c'est très important d'estimer quelle est la part, en fait, et si effectivement le joueur est totalement pris par l'interface du jeu, il ne reste plus de ressources pour le message, il ne va pas revenir dans le jeu pour juste voir le message. Et en fait, c'est là où on voit que les jeux sérieux sont efficaces, d'autres qui sont moins travaillés sur cet aspect-là ne le sont pas. Alors effectivement, ils sont amusants, hein, les gens jouent, mais l'apprentissage est faible. Voilà, c'était juste... C'était important de le souligner. Une autre question ? Bon, peut-être qu'elles surgiront tout à l'heure au moment de la pause café. De toute façon, je rappelle aussi que dans les modalités typiques d'une journée comme celle que nous attaquons là et que nous allons vivre, y compris demain encore, les pauses sont un moment pour pouvoir se rapprocher les uns des autres, se poser des questions, se frotter en termes d'idées et de temps en temps se friter, y compris en termes d'idées. Voilà. Ah, j'ai... Un petit dessin. Voilà. Et puis alors après j'ai entendu qu'il fallait une belle trame. Alors, hein, comme on est dans l'humour, donc moi j'ai une belle trame, je la mets assez haut et ça me fait une belle tramon. Voilà. Hein? Et ensuite pour Nicole et Myriam... Voilà. C'est la preuve que le joueur est au centre du jeu. Voilà. Hein? Excellent. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors...